Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Nous vous avons convié à une session de l'entretien aujourd'hui parce que nous sommes le 3 décembre et que demain, le 4 décembre, est supposé être finalisé l'accord par lequel l'État algérien prend 51% de OTA, Djezzy. Vous êtes une des personnalités du monde juridique à avoir contesté les fondements de cet accord-là. Expliquez-nous pourquoi. Alors, d'abord, l'opportunité d'acquisition de Djezzy par l'État algérien, qui finalement n'a pas été faite jusqu'à maintenant. Ce qui pose problème, c'est que cette algérianisation à 51% a été annoncée par le ministre des Télécommunications comme une condition préalable à la soumission par Djezzy pour la 3G. On se rend compte finalement que Djezzy, OTA Djezzy, à qui elle appartient, est encore une société à capitaux étrangers, qu'elle a obtenu la licence des 3G et que jusqu'à l'heure actuelle, elle n'est pas encore algérienne. On peut vous opposer à cela, M. Maître Lezard, qu'à partir du moment où le gouvernement algérien était certain de devenir actionnaire majoritaire dans Djezzy, puisqu'il y a eu ce protocole d'accord du début de l'année ou du printemps dernier, il n'y avait pas de problème pour qu'il donne une licence à une entreprise dont il va devenir actionnaire. Le problème est fondamentalement ici, et c'est là que nous passons à la valorisation de Djezzy. Il aurait été plus intéressant, dans le cadre d'une stratégie d'affaires, d'abord, d'acquérir 51% de Djezzy sans la licence et d'octroyer la licence à une société à 51% algérienne. Et je m'explique. Djezzy est une société qui s'est installée ici en Algérie avec un investissement patrimonial des équipements électroniques, qui était évalué à 381 millions de dollars, me semble-t-il, ce qui est une petite somme, sans doute. Elle a activé pendant 14 ans. Pardon, il faut ajouter les 730 millions de dollars que OTH a déboursé pour avoir la licence. Très bien, c'est ça. On est déjà à hauteur d'1 milliard. Une licence qui allait expirer finalement, normalement ou plutôt anormalement, parce qu'on a prolongé cette durée de vie de la licence. On aurait dit comment dirais-je, la retirer depuis longtemps en raison d'un certain nombre de malversations de Djezzy, ce qu'on n'a pas fait. Donc, et on a laissé jusqu'à l'acheminement normal, jusqu'à 2015. Djezzy sans la licence ne vaut rien. Une évaluation par le goodwill, c'est-à-dire par la capacité d'obtenir les bénéfices que peut obtenir une entreprise, si on fait une bonne évaluation, si on laisse l'expiration de la licence, Djezzy ne vaudra plus rien. On l'aurait acquis pour une bouchée de pain. Et encore, c'est beaucoup dire. Voilà qu'on lui donne. Là aussi, vous contestez, Maître Lezard. Il y a eu une offre sur Djezzy par l'opérateur sud-africain MTN en 2009, qui se situe, selon M. Saouidis, l'actionnaire majoritaire de OTH, qui se situe autour de 7,8 milliards de dollars, qui n'a pas été finalement démenti par le cabinet qui a dû évaluer, le cabinet qui a été sélectionné par le ministère des Finances, qui a dû évaluer Djezzy, dont on ne connaît pas les résultats officiellement. Mais quand on voit le prix d'acquisition des 51%, on retombe en gros autour de l'évaluation de MTN. C'est-à-dire qu'en 2009, c'est encore 6 années de chiffre d'affaires. 6 années d'exploitation. Et le goodwill dans une entreprise qui est sur le départ est un goodwill fondant. C'est-à-dire au fur et à mesure que l'on va vers la fin, le goodwill est en train de diminuer. En fait, le goodwill, c'est ce qu'on peut réaliser comme chiffre d'affaires pendant 5 à 6 ans. Là, je suis entièrement d'accord avec vous, encore. Mais là, nous sommes une entreprise sur le départ, il lui laisse une année d'exploitation. Et encore moins. Est-ce que vous trouvez normal qu'on évalue à 6 milliards de dollars un goodwill d'une entreprise, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de Djezzy, et ne ramènerait jamais, en fait, le goodwill, c'est ce que je peux obtenir ou ce que je peux gagner. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, M. Ihsan, et je vais vous donner la parole. Maintenant, en octroyant la licence, au lieu d'acquérir avant, c'est-à-dire qu'un goodwill qui est pratiquement zéro, on a octroyé la licence, pour la licence 3G pour, je ne sais pas, 10 années, je ne connais pas la période, et c'est là qu'on a donné à Djezzy un goodwill qui est pratiquement des chiffres d'affaires de 10 ans, ce qui fait que l'Algérie, en fait, a multiplié la valeur de Djezzy et a racheté le prix de la licence.
Si on introduit une dimension de coût conflictuel, c'est-à-dire si on considère que il y avait une procédure pour aller à l'arbitrage international engagée par l'ancien propriétaire de Jay-Z, la famille Sawiris, qui considérait que son business en Algérie a été torpillé par des mesures de l'État algérien et que cet arbitrage international risquait d'être perdu par l'Algérie et que ça risquait de coûter plus cher. Est-ce que ça ne remet pas quand même en selle cette démarche de valoriser Jay-Z à 6 milliards de dollars en 2014 ou en 2013 ? D'abord, en la forme et pour le principe. Je ne vois pas pourquoi cette peur, panique des autorités algériennes devant l'arbitrage international. Ça, c'est la première des choses. On en perd beaucoup ces dernières années. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et si on en perd, ça veut dire tout simplement soit qu'on n'était pas préparé, soit qu'on a mal géré l'arbitrage. Mais là, c'est une autre problématique. La seconde ici, c'est qu'en l'espèce, je ne vois pas comment Jay-Z pourrait gagner une affaire contre l'Algérie, alors qu'il s'est rendu coupable d'abord d'une irrégularité fiscale. Il a fait l'objet d'un redressement fiscal, ce qui est quand même acceptable dans la vie des affaires. Il a été condamné pour fraude fiscale, ce qui est nettement plus grave. Il y a une condamnation pénale contre son ancien directeur et il a cédé illégalement la licence. Donc, à côté de ces 4 grandes irrégularités qu'il a commis, je ne vois pas pourquoi et comment il peut s'adonner à ce chantage, si je comprends comment il peut s'adonner à ce chantage. Celui de l'arbitrage international. C'est ce qu'on appelle le bluff dans la vie des affaires. Mais je ne vois pas comment les autorités algériennes ont cédé à ce chantage pour acheter quand même une entreprise avec tout un passé qui a perdu sa virginité sur le plan éthique et l'a payé au prix fort. Vous savez que, M. Qadi Ihsan, que 7 milliards de dollars, c'est le prix de l'autoroute. Vous savez que le mondial a coûté 11 milliards de dollars. Peut-on considérer qu'une petite entreprise, parce que somme toute c'est une petite entreprise, puisse être valorisée à ce niveau avec tout simplement en y ajoutant un peu une licence, un goodwill d'une entreprise de téléphonie qui vaut une autoroute, qui avoisine le prix du mondial. Alors si on vous comprend bien, Maître Lezar, vous êtes en train de nous dire que l'État algérien a joué contre les intérêts de l'État algérien. Absolument. Soit par une incompétence, par un manque de visibilité, soit par des complicités. Je ne peux pas admettre qu'à ce niveau des affaires, on puisse se tromper à ce point. On a parlé de la valorisation de Jay-Z à un moment donné. Et voilà ce que disait un des responsables. Pour soutenir la valeur, c'est à la limite un peu pathétique et un peu pitoyable. Le Jay-Z a été évalué à sa juste valeur parce que l'expertise a été confiée à un cabinet international. Soyons sérieux, ce n'est pas un argument. Vous mettez en doute la neutralité du cabinet international qui a fait cette expertise ? J'estime que ce n'est pas un argument, mais qu'à ce niveau des affaires, on devrait partir avec une autre expertise ou une contre-expertise, ou pourquoi pas 2 ou 3 expertises. Et des expertises nationales, locales, parce qu'à ce niveau des affaires, il ne faut pas se fier au professionnalisme. Tout est possible. Il ne faut pas concevoir la face en accordant à certaines structures des éthiques, par principe ou comme une sorte d'absence de contestabilité de la valeur de certaines prestations. Alors, sur un plan macroéconomique, est-ce que ça ne peut pas se justifier quand même de ne pas avoir été au bout du conflit, de ne pas avoir été à l'arbitrage international, de préserver l'écosystème des TIC, de pouvoir lancer la 3G qui a pris beaucoup de retard à cause de ce conflit, entre autres à cause de ce conflit. Est-ce que lorsqu'on sort du tête-à-tête État algérien, propriétaire de Jay-Z, est-ce que est-ce que ce n'est quand même pas une bonne décision que d'en avoir fini avec ce dossier ? Alors, c'est trop cher payé, peut-être. La première des choses, c'est que si le retard a été causé par Jay-Z, c'est parce que les autorités algériennes l'ont voulu. Et il y a une déclaration officielle du ministère des Finances qui avait dit clairement que nous avons reporté l'attribution de la licence 3G pour permettre à Jay-Z de se missionner. C'est-à-dire qu'il devait se mettre à niveau aussi bien sur le plan juridique que sur le plan économique et aussi sur le plan fiscal. Et finalement, sur le plan technique, ça on l'a compris récemment. Finalement, alors, parce qu'il fallait qu'elle règle son problème fiscal, il fallait qu'on règle son problème avec la banque, transfert de dividendes, et je ne vois pas pourquoi on est en train de donner toutes les faveurs d'un enfant gâté à cette entreprise qui finalement ne le mérite pas. J'ajouterai quelque chose, M. Ihsan. On s'est rendu compte, et là c'est encore plus grave, que finalement Jay-Z a acquis cette licence sans être mise à niveau. Parce que finalement, c'est une société encore à capitaux étrangers. Et j'ai ici un tirage du journal officiel qui est en train de définir ou qui a présenté l'actionnariat, qui ne sont pas du tout algériens.
Et là, je ne comprends pas aussi. Maintenant, est-ce que c'est cher payé? C'est comme si vous me dites que pour éviter un litige avec quelqu'un qui a causé énormément de tort au fisc algérien, la fraude fiscale, les États sérieux ne jouent pas avec. Et qui était interdit de transfert de dividendes, qui a cédé la licence d'une façon illégale. Alors, pour régler un problème avec lui, je vais encore lui accorder d'autres faveurs et d'autres privilèges pour qu'il commette d'autres impairs et d'autres irrégularités. Il aurait été nettement préférable. Maître Lezar, allons au fond des choses. Il a été beaucoup dit que OTH, la famille Saouili, s'était rentrée en Algérie par les faveurs du pouvoir politique. On a beaucoup parlé de la famille Bouteflika à l'époque. C'est moi qui assume cette affirmation. Ça a été beaucoup dit. Hein. Bon, je n'ai aucune preuve que c'était le cas, mais ça avait été beaucoup dit. Bon, ce qui s'est passé en 2008-2009, en fait, montrait qu'il y avait quand même une distance entre la famille Bouteflika et Saoulis, puisque les intérêts de Djezzy ont été quand même attaqués et de manière féroce. Vous avez parlé de redressement, on n'est pas sûr que c'était justifié, hein, on ne sait pas. Mais il y a eu ce redressement, il y a eu l'interdiction de rapatrier les dividendes. On ne pouvait plus dire que Djezzy était l'enfant gâté. C'était même l'inverse. Donc, aujourd'hui, la façon dont ça se passe, est-ce que vous diriez que finalement non. Finalement, il y a toujours une protection dont bénéficie Djezzy au profit d'intérêts dans... Écoutez, la protection dont il bénéficie est claire et limpide. J'en reviens un peu aux conditions de son départ. Pour ceux qui s'en rappellent, il y avait eu finalement Djezzy a investi pour son apport et pour ses équipements grâce à l'argent du contribuable. On a ouvert les souscriptions, on devait avoir les lignes dans 3 mois, on les a eues, me semble-t-il, à 1 année ou 2 années après, ce qui fait que les experts se sont exprimés. C'est avec l'argent des soumissionnaires et des souscripteurs, excusez-moi, que Djezzy a fondé son capital. Il a bénéficié effectivement de faveurs, parce que s'il n'avait pas de faveurs, je ne dis pas c'est Bouteflika ou Yahya ni quelqu'un d'autre, je n'ai pas d'éléments d'information, mais en tout cas, il y a eu des faveurs du système à l'intérieur, du système des décideurs économiques. Vous remettez en cause, M. Ihsan, le redressement fiscal. Je signale que tous les recours qui ont été intentés par Djezzy auprès des autorités judiciaires algériennes jusqu'au Conseil d'État ont été rejetés. Je pense qu'on ne peut pas remettre en cause. Et puis après tout, pourquoi pas? La fraude fiscale est là. C'est vrai qu'on accorde une présomption d'innocence, mais en matière de fiscalité, il y a une présomption de culpabilité. C'est le principe de précaution qui le veut. La cession illégale de la licence. Suite à laquelle la licence a été accordée à la filiale algérienne qui n'a pas changé. C'est le groupe qui a changé. Il est passé chez Winbelcom, mais la licence n'a pas été accordée à OTH, elle a été accordée à la licence à la filiale algérienne. Non, tout à fait. Si on reprend le cahier des charges, de l'attribution de la licence 3G, il ne pouvait pas, c'est-à-dire un changement de bénéficiaire ou un changement de l'actionnariat entraîne qui est constitutif d'une cession de la licence. Il aurait dû y avoir une autorisation de la RPT, et la RPT n'a jamais donné son accord pour ces cessions d'actions. Que ceci soit clair, parce qu'on est en train de tomber dans des débats un peu d'ordre juridique, dis donc il y a une cession... Qu'est-ce qu'on aurait dû faire dans ce cas-là? Évidemment, on n'aurait jamais dû donner $2 milliards aux propriétaires de Djezzy, ça nous l'avons très bien compris, et on peut éventuellement être d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Alors, la première possibilité aurait été, si on avait agi à temps, de demander à ce que Djezzy, d'abord, de retirer la licence à Djezzy, de l'attaquer en arbitrage international et de demander des dédommagements pour avoir une violation du cahier des charges. Est-ce que vous évaluez ensuite, les dégâts sur le climat des affaires quand on le fait comme ça? Mais je n'en vois pas. Il y a quelqu'un qui est en train de violer son cahier des charges. Vous me dites, on l'autorise parce qu'il y a le climat des affaires. Il faut bien que l'État défende ses intérêts. Il faut que ce soit tout simplement bien défendu, qu'il y ait une assise juridique. On aurait pu, à la limite, laisser Djezzy terminer normalement et octroyer la licence à une autre entité juridique et on aurait engrangé des capitaux. La licence, c'est comme une place, si vous voulez. Ce sont des droits d'accès à un marché. Donc, on aurait d'abord économisé les $2,5 milliards. On aurait aussi évité, parce que ce qui est attenant, ce qu'on ne dit pas, c'est que Djezzy va obtenir l'autorisation d'expatrier ses dividendes qui étaient gelés suite à ça. Donc, ça fait déjà $4 milliards. Donc, on va débourser $4 milliards. Non, ce sont ses dividendes. Hein, ça appartient à Djezzy. Hein, c'est pas le 30. Ça appartient à Djezzy qui lui ont été interdites parce qu'il y a une fraude fiscale. Mais il s'est régularisé, il a payé ses indemnités. Ça, on ne sait pas. Mais apparemment, non. Vous pensez que le fisc algérien va donner la main levée à Djezzy alors que Djezzy n'a pas réglé? L'opération de transfert des dividendes, l'interdiction de transfert des dividendes a été levée, semble-t-il, par le gouvernement algérien alors qu'elle est du ressort de la Banque d'Algérie.
On a politisé l'affaire Djezzy. Et en principe, ce n'est même pas la Banque d'Algérie qui pouvait lever cette interdiction. Il fallait une décision judiciaire. Cela n'a pas été fait, il y a eu une décision politique. Maître Elza, je sens que vous allez nous dire qu'il y a une partie de ces 2 milliards de dollars qui va revenir en Algérie sous la forme de rétrocommission. Ça, je ne dis pas, mais ce que je souhaite aussi dire, c'est que finalement, il y a une déclaration d'un responsable... Non, parce que sinon, on ne comprend pas la rationalité de tout ça. Vous dites, à ce niveau d'affaires, moi, je vais au bout de votre logique. Vous dites, parce que le problème, en fait, on a très bien compris, ce n'est pas Djezzy. Les propriétaires de Djezzy défendent leurs intérêts, et peut-être qu'ils le font très bien, grand bien leur face. Le problème, c'est l'argent public. Et comment il est utilisé par le gouvernement algérien et par les pouvoirs publics. Et quand on débourse un chèque de ce niveau-là, alors qu'on n'a pas besoin de le débourser, on peut suspecter légitimement qu'il peut y avoir une partie en Algérie qui va bénéficier de rétrocommission. Écoutez, moi ce que je pourrais demander, c'est une enquête approfondie d'une autorité quelque part qui saisisse et qui, pas seulement cette affaire, si vous voulez, qui fasse la lumière sur cette affaire. Il y a à mon avis trop de quiproquos, trop d'incompétence, trop de suspicion pour que cela soit sain. Vous avez évoqué aussi dans vos écrits, parce que vous intervenez beaucoup dans le domaine public, ArcelorMittal à Annaba, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé pour ArcelorMittal, et puisqu'on a très peu de temps, je vais me limiter à un point. Finalement, ArcelorMittal a été financé par une banque algérienne, alors que sa banque d'affaires, qui était, me semble-t-il, Société Générale ou BNP, a refusé de lui prêter, de la financer. Le fait que la banque algérienne accepte de la financer, d'ailleurs aussi, il s'est avéré que Djezzy aussi aura un financement de la Banque d'Algérie. Je me demande, M. Ihsan, comment ça se fait? Un financement d'une banque algérienne? Une banque algérienne, absolument. Pas de la Banque d'Algérie. Oui, de banque algérienne. Je me demande, M. Ihsan, comment ça se fait qu'une entreprise qui s'est présentée comme leader dans son domaine, après 14 années d'exploitation dans un secteur et un créneau très juteux, n'ait pas suffisamment de capitaux pour s'autofinancer pour la 4G? Ça veut tout simplement dire que par un transfert, si vous voulez, de sorte, l'argent public algérien est en train de financer des groupes internationaux. Et c'est à cela que je reviens justement. La banque algérienne a accepté de financer ArcelorMittal Algérie, au moment où le groupe international d'Arcelor se trouvait pratiquement en cessation de paiement. C'est finalement l'argent de la banque algérienne, par le système des vases communicants, qui va vers l'argent du groupe Arcelor en France. Mais en même temps, il y a eu une nationalisation, au passage. Mais lorsque vous acquérez une nationalisation d'une société déficitaire, ça veut dire que vous avez 51% des bénéfices, mais vous avez 51% des pertes. Et puisque c'est une société qui ont plein de déficits, en cessation de paiement, ça veut dire que vous avez acheté plus de pertes que de bénéfices. Ça, c'est le b.a.-ba de l'économie. On va terminer ce tableau avec l'arbitrage Anadarko. Vous faites partie des juristes, il n'y en a pas beaucoup, qui pensent que l'Algérie n'aurait pas dû concéder à l'amiable ce qu'elle a concédé, Sonatrach, en l'occurrence, ce qu'elle a concédé à son partenaire américain Anadarko. Absolument. C'est pratiquement 6 milliards de dollars qui vont être payés, remboursés, qui sont parlés des manques à gagner qui seraient jugulés par le même contrat. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une dizaine d'entreprises qui vont réclamer la jurisprudence Anadarko. Je pense qu'on n'aurait pas dû concéder ça sans se battre et sans aller à l'arbitrage. Et je reviens qu'en matière de fiscalité, et à partir du moment, le problème avec Anadarko, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle les super profits. Il y a eu une augmentation des prix à un moment donné, et là, on va revoir le retour du boomerang. À ce moment-là, Anadarko devrait aussi payer plus de bénéfices, plus d'impôts, puisqu'il y a eu donc la loi sur les super profits. Et c'est une règle économique qui est connue. À partir du moment où il y a un changement fondamental des circonstances qui ont présidé ou qui ont régné pendant la signature ou la négociation d'un contrat, il est tout à fait normal que ce contrat soit révisé si jamais il y a un bouleversement des données économiques. Deuxièmement, nous sommes là en matière fiscale, une matière souveraine, et les lois fiscales sont d'application immédiate. Je pense qu'il n'y avait pas de chance que Anadarko ait pu obtenir gain de cause dans ce litige contre l'État. Vous auriez pu défendre, vous, le dossier de Sonatrach à l'arbitrage international? Vous pensez que c'est quelque chose qui était défendable? De prélever, qu'on précise à nos amis internautes et auditeurs, de prélever une fiscalité qui n'était pas prévue dans le contrat de départ. Absolument, c'est défendable.
il y a des avocats qui sont nettement plus compétents que moi, plus spécialisés, qui auraient pu le faire. Ce que je dois noter, ce que je déplore, c'est que aussi bien Sonatrach qu'un peu toutes les entreprises algériennes sont en train de confier des dossiers colossaux en matière d'arbitrage international à des cabinets étrangers. Anadarko est une société américaine. L'État algérien a été conseillé dans ce dossier par un cabinet américain. Je ne mets pas en doute l'éthique ou la déontologie de ce cabinet. Mais il y a un problème. Il y a un énorme... Il y a eu l'Algérie et pour la première fois, le premier client, si vous voulez, de la Chambre de la Cour internationale d'arbitrage dans la zone MENA. Il y a deux raisons à cela. Il y a eu 43 affaires. Le second, c'est l'Égypte qui vient avec 17 dossiers. Donc, vous voyez, un pape en 23 dossiers. 43 affaires. 43 affaires pour l'année 2013. Vous en concluez quoi, Maître Lezar? Que l'État algérien, que l'administration algérienne négocie mal ces contrats? Non. Ou qu'elle négocie mal les conflits que génèrent ces contrats? Non. Il y a deux raisons. Il y a eu deux réformes à cela. Il y a eu la réforme du Code de procédure civile et la réforme du Code des marchés publics qui, tous deux, ont permis le recours à l'arbitrage international en matière de marché public. Ce qui fait qu'il y a eu donc une éclosion de ce nombre. Il y a 43. Je serais intéressé, je ne sais pas combien de cabinets algériens ont été impliqués dans ces dossiers. Et on a des discussions parfois avec des entreprises. Ils nous disent qu'il n'y a pas de cabinet algérien suffisamment expérimenté en la matière. Je dis que si depuis 1962, à commencer par Sonatrach, et pour toutes les entreprises qui ont connu des affaires, s'ils avaient conventionnés, s'ils avaient fidélisé leurs relations avec des cabinets étrangers, on aurait maintenant une dizaine ou une vingtaine de cabinets d'avocats algériens qui pourraient prendre en charge ces dossiers. Maître Nusseldine Lezar, merci beaucoup. Merci d'avoir conduit cet entretien.